Good Morning Business, le débrief de la matinale. 8h38 et le débrief ce matin, c'est avec François Miquet-Marty, avec François Chollet, avec Emmanuel Chypre et avec Anthony Morel. La guerre commerciale. Alors Pascal Lamy nous a dit tout à l'heure, c'est un peu exagéré de parler de guerre commerciale, mais quand même, on a eu ces informations hier de la part du ministre du Commerce chinois qui a expliqué avoir ouvert une enquête sur les spiritueux, notamment français évidemment, parce que c'est quand même surtout chez nous. Mesure de rétorsion potentielle face aux subventions des voitures électriques chinoises. Pour Pascal Lamy qui était avec nous il y a quelques instants, c'est clair, il y a subvention. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que les Chinois subventionnent Big Way leurs véhicules électriques. Ils ont des énormes surcapacités. Ils ont une demande intérieure qui est un peu faiblarde. Total, ils ont absolument besoin d'exporter. Et donc, ils exportent à des prix défiant, comme on dit, toute concurrence. Bon. La question, c'est pas de savoir s'ils subventionnent ou pas, c'est de savoir de combien. Ouais. Bon, d'un côté, on est à peu près sûr qu'ils subventionnent leurs voitures et pourtant, au lieu de se conformer aux règles de l'OMC, l'enquête, etc., ils vont se venger sur nos groupes de luxe, que ce soit le VMH, Pernod Ricard ou Rémy Cointreau, Emmanuel. Alors oui, parce que d'abord la subvention de l'industrie automobile électrique chinoise, oui, ça a été le cas. Est-ce que c'est encore tant que ça le cas? Je suis plus si sûr que désormais il y ait autant de subventions qu'avant dans l'industrie automobile électrique chinoise. Et puis surtout, si vous voulez, tous les pays finalement utilisent les armes qui sont à leur disposition, puisque maintenant, c'est quand même malheureux à dire, mais l'OMC n'est plus sur la carte des relations commerciales internationales, quasiment. Enfin, donc voilà. C'est Pascal Lamy. Pascal Lamy dit que les Chinois se conforment finalement aux arbitrages à la fin. Il y a contentieux, ils finissent par payer en fait. Ils se conforment aux arbitrages, mais alors peut-être qu'on n'en est pas encore à ce stade-là, et peut-être qu'il y aura effectivement des plaintes, que là on est dans le stade où on montre les muscles, etc. Mais c'est un secteur, évidemment, quand vous êtes le grand secteur exportateur français, puisque c'est le deuxième secteur, c'est le deuxième excédent commercial, et il n'y a pas que ça comme épée de Damoclès sur le secteur, j'en profite pour le dire, puisque si Donald Trump est réélu à la fin de l'année, il a aussi annoncé qu'il prendrait éventuellement des mesures défavorables au secteur des vins et spiritueux français. Donc, de toute façon, il veut doubler le montant des droits de douane, quelle que soit l'origine, de 10 à 20%. Oui, mais qui nous défavoriserait particulièrement. François Chollet. Oui, on a un vrai sujet qui va se multiplier, je pense, dans les mois et dans les années à venir. C'est que il ne faut pas se tromper, l'Europe n'est pas le grand perdant des échanges internationaux. Non. Au contraire. Excédent commercial. Et donc, évidemment, qu'à chaque fois qu'on se réjouit de la bonne santé de nos entreprises exportatrices européennes, de nos grands champions européens, évidemment, ça va en contrepartie du fait qu'on a la capacité pour ces entreprises-là d'aller récupérer de la croissance là où elles se trouvent. Sauf et que François, un grand champion, il n'est pas européen. Ça n'existe pas. Il est un grand champion, il est soit allemand, il est soit français, mais malheureusement, ça n'a pas de dimension de dire un grand champion européen. Oui, en revanche, on aura besoin de l'Europe pour les défendre, parce que la réalité, c'est qu'on va être coincé, à défaut, avec des relations bilatérales extrêmement défavorables. Est-ce que ça vous inquiète justement pour le luxe français? Parce qu'on sait que la situation en Chine est compliquée, la consommation est beaucoup plus faible. Déjà que ça patine. Alors, le luxe est en train de gentiment se stabiliser depuis quelques semaines, tout simplement parce qu'on a trouvé d'autres relais de croissance en dehors de la Chine. Je pense à l'Asie, par exemple, qui commence à monter. On pense aux États-Unis, qui résistent mieux que bien. Et puis, ce sont des métiers sur lesquels il y a le fameux pricing power, la capacité, lorsqu'il y a un problème... Oui, on vend quand même, quoi. De remonter des prix et d'être maître de ces marges. Donc, je suis un peu moins inquiet pour ce secteur-là que pour des secteurs... par exemple, l'automobile est un secteur qui m'inquiète beaucoup. Quand on voit la vitesse à laquelle les Chinois ont réussi à dépasser même Tesla au 4e trimestre, vendant plus de voitures que Tesla pour BYD. Donc on est vraiment dans quelque chose où on imaginait qu'il y avait des barrières à l'entrée, au-delà même des barrières douanières. On pensait qu'il y aurait une fidélité aux constructeurs, aux marques, etc. Ils ont tout balayé en quelques mois. François Miquet-Marty, Jean-Marc Daniel nous disait ce matin, l'idée d'un péril commercial chinois, ça date du 19e siècle. C'est sans fin, c'est sans cesse. On a l'ennemi qui nous fait peur. Est-ce qu'il y a cette crainte dans l'opinion des Français? Oui, alors, 19e siècle. Malheureusement, les sondages n'existaient pas au 19e siècle, donc les données manquent. Jean-Marc Daniel, On peut demander à l'IA ce qu'elle ferait, ce qu'auraient été les sondages au 19e siècle. Non, il y a eu deux grandes fractures en Europe et en France en particulier, lors de la crise de 2008, après la crise de 2008 d'une part, et ensuite après la période Covid, pendant et après la période Covid. C'est-à-dire qu'en faveur du protectionnisme, de l'amplification du protectionnisme. Donc, il y a alors c'est intéressant parce que c'est une dynamique de fond.
qui n'est pas uniquement une dynamique d'entreprise ou une dynamique d'Ursula von der Leyen. On a des opinions publiques ce sont de grands cycles qui évoluent de manière globale, au fond, qui plaident de plus en plus en faveur du protectionnisme, du repli sur soi. Et ce qu'on a appris, ce faisant, c'est que le lien entre ouverture économique et bonheur et harmonie des nations ne fonctionne pas. Sauf que pour le pouvoir d'achat, par contre, c'est meilleur. C'est antinomique. Pour le pouvoir d'achat, c'est meilleur. Mais on est dans une situation où l'entrée de la Chine dans l'OMC, c'était décembre 2020. Donc là, on était dans un monde où, jusqu'à cette date-là, au fond, prévalait l'idée selon laquelle la libéralisation des marchés de toute nature pouvait permettre une harmonie diplomatique sur la scène internationale. C'est ça qui ne fonctionne pas. Oui, mais regardez, François, il y a une forme de paradoxe, effectivement. D'un côté, plus de barrières douanières, c'est des prix plus élevés, et de l'autre, les Chinois se vengent en taxant l'une de nos industries les plus exportatrices et qui permet à des Français d'avoir des emplois en France, justement. Donc, Emmanuel, c'est un peu le paradoxe de tout ça. Oui, vous découvrez que si vous prenez des mesures protectionnisme, ça défavorise les consommateurs, et deux, ça défavorise les salariés des secteurs qui sont pénalisés, à l'export. Donc oui, non mais là on est typiquement sur un plaidoyer, si vous voulez, en faveur du libre-échange. C'est-à-dire que si on arrivait à avoir un libre-échange équilibré, on pourrait se dire, après tout, laissons tomber la fabrication des voitures électriques. On n'y arrivera jamais. On ne sera jamais concurrentiel. Pourquoi s'épuiser à vouloir faire des voitures électriques ? Parce qu'on veut réindustrialiser. Oui, mais réindustrialisons sur d'autres choses. Développons nos industries du luxe, etc. Où là, on sera encore... Donc, si on arrivait à avoir les conditions d'un commerce équitable. Le problème, c'est que quand Jean-Marc, il dit avec son air, depuis le 19e siècle, la Chine, c'est un épouvantail, mais regardez, il ne s'est rien passé. Non, la réalité, c'est que quand les conditions commerciales ne sont pas justes, et quand la Chine est entrée dans l'OMC en 2001, les conditions commerciales n'étaient absolument pas justes, notamment en termes de taux de change, ça a été une machine à aspirer les usines du monde entier. La destruction de l'industrie française à partir des années 2000, elle est en grande partie liée aux délocalisations vers la Chine. Donc on ne dise pas qu'il n'y a pas eu d'effet. Après, c'est sûr que si vous cumulez tous les effets, c'est-à-dire... parce qu'on est dans une dichotomie en disant soit d'un côté c'est pas bon pour l'emploi, soit d'un côté c'est pas bon pour le pouvoir d'achat. Mais si vous cumulez tout, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il vaut mieux pas perdre un peu de pouvoir d'achat en achetant du français, mais du coup en défendant un peu l'emploi et en arrivant au total à une espèce de mieux-être finalement pour le pays sur le plan macroéconomique, pourquoi pas? Mais vous voyez bien que dans ces sujets-là, comme les gagnants et les perdants sont pas les mêmes, c'est toujours compliqué. François-Mickey Marty. Oui, c'est ça, cette dichotomie, c'est en effet la dichotomie entre le client et le salarié d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on a schizophrénie, oui, si on peut dire, ambivalence. Et on a en effet des clients qui achètent, et on voit très bien sur certaines marques chinoises dont on parlait la semaine dernière, on voit qu'au fond, on a du succès en termes d'acceptabilité des produits chinois. En revanche, aujourd'hui, on a 60% des Français qui considèrent que la mondialisation est une menace. Cette menace-là, elle menace en effet le salarié. Donc, et aujourd'hui, lorsqu'on est sur des niveaux de croissance qui sont au fond très limités, on a quand même les 2/3 des Français qui souhaitent une croissance qui soit forte. On a envie, en tant que salarié, d'avoir du travail et d'avoir du pouvoir d'achat. Oui. Donc c'est ça aujourd'hui qui devient prépondérant. Donc en effet, il y a une dichotomie totale. Ça évolue au cours du temps. Et lorsqu'on dit aujourd'hui que la mondialisation est une menace pour 60% des Français, c'est plutôt en effet le salarié qui parle. Juste pour terminer sur le salarié, l'effet est de 1 à 10. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes un salarié, les gains de pouvoir d'achat liés au fait que vous achetez des produits pas chers venus de Chine, c'est 250 à peu près euros par mois. L'effet, si vous perdez votre boulot, c'est 2500 euros par mois, pour faire simple. Donc, vous voyez, bon, quand vous êtes concerné, c'est évidemment... L'autre grand sujet d'actualité aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Beaucoup de choses aujourd'hui. On a d'un côté l'IA Act au Parlement européen, Anthony, et de l'autre côté ce grand rendez-vous interministériel avec ce rapport sur l'intelligence artificielle générative. On commence avec l'IA Act. Qu'est-ce qu'on retient ? Si on doit retenir la philosophie du texte, c'est en gros, on va classifier les intelligences artificielles en fonction de leur niveau de dangerosité. Plus elles sont dangereuses, plus on va taper dessus, plus on va réglementer. Avec l'idée quand même derrière qu'il ne faut pas trop torpiller la compétitivité des pépites européennes. Donc c'est un jeu d'équilibriste un petit peu. Donc il y a 3 catégories. Vous avez les IA qui sont jugées pas du tout dangereuses. C'est l'IA qu'on va mettre dans un filtre anti-spam. Donc là, il n'y a pas de réglementation du tout. Les IA considérées comme potentiellement dangereuses, donc toutes celles qui concernent des infrastructures critiques, des réseaux électriques, de l'éducation, le contrôle aux frontières. Et là, on va avoir des règles très strictes à suivre. Donc il faudra qu'il y ait une supervision
conditions humaines, il faudra qu'il y ait des garanties qui soient données en termes de cybersécurité, enfin tout un tas de règles à suivre. Et puis il y a celles qui sont jugées carrément inacceptables. Donc alors là, l'épouvantail, c'est la Chine, on parlait de la Chine à l'instant, c'est de dire on veut pas être la Chine, on veut pas avoir des systèmes de vidéosurveillance avec de la reconnaissance faciale à tous les coins de rue, on veut pas avoir de l'IA qui va permettre de faire du scoring social. Donc tout ça, c'est considéré comme contraire aux valeurs européennes et donc on interdit complètement. En gros, c'est ça. François Chollet, est-ce qu'on ne prend pas le risque quand même d'accumuler notre retard parce qu'en étant plus royaliste que le roi et en réglementant davantage l'IA que ne le font les Américains, on va quand même handicaper le développement de l'IA en Europe? Alors pour moi, le match de l'IA, il est plié. On a perdu ce match. On peut encore le gagner. Déjà, ça vient de commencer, tous les cerveaux sont en Europe. Attendez, on a voulu faire des moteurs de recherche en Europe. Regardez, c'était il y a 10 ans. On a voulu faire du cloud. Souvenez-vous, Cédric O, on le citait ce matin, qui se lançait un plan d'1,6 milliard il y a 3 ans pour faire du cloud. Regardez l'état d'Atos ou d'un OVH aujourd'hui sur les marchés. Donc on est en retard. Il faut attendre la génération d'après ou une rupture technologique. Mais l'IA générative, c'est une rupture technologique quand même. Je pense qu'on est plutôt dans la révolution par rapport à quand Quant s'est lancé face à Google. Ils ont attendu 10 ans pour le faire. Là, sur l'IA générative, on est au début quand même. Ouais, c'est ça. Et on le voit bien parce qu'on on n'a rien d'autre. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal, non? Non. Bah non, justement. Non. Alors, il reste quoi? Soit la capacité, effectivement, de mettre de l'argent public, comme vient de l'annoncer l'Italie, par exemple. Ou 1 milliard. 1 milliard, bon, c'est pas non plus. C'est ce que dépense le matin au petit déjeuner le patron de Microsoft en recherche et développement. Donc, c'est le temps de son café. Donc, on est absolument plié sur ces aspects-là. Et puis, c'est pas pour rien qu'on a les Magnificent Seven aux États-Unis. C'est qu'ils consacrent évidemment tous les profits de leur segment de métier. Donc c'est pas, tout ça n'est pas un hasard. On n'aura pas les moyens d'aller lutter face à ça. Donc il faut une rupture technologique, il faut des cerveaux effectivement capables de trouver une nouvelle génération, ou peut-être de la réglementation. Et ça appartient aux politiques pour protéger effectivement nos données, les valeurs, comme vous le disiez ce matin sur la musique, de propriété intellectuelle, qui permettent à ces IA de s'entraîner. La bonne nouvelle, François, c'est qu'on va créer plus d'emplois sur le contrôle de l'IA que sur l'IA elle-même. Et là, on est fort. Et là, on est fort. Ça, on est quand même très fort. Qu'il est méchant. Alors peut-être que l'enjeu, et c'est ce que rappelait d'ailleurs le patron d'OVH, c'est que les entreprises, du fait de la confidentialité, de l'importance de leurs données qui est vitale pour leur activité, vont entraîner leurs propres IA, c'est-à-dire non plus aller sur les grandes IA générales qu'on a déjà dans nos outils de bureautique avancés, mais entraîner leurs propres IA pour leur propre métier, avec leurs propres données, qui là seront cantonnées, confidentielles, réservées au cercle de l'entreprise. C'est l'un des arguments de Mistral d'ailleurs, qui dit nos données seront hébergées en France, tout sera français, et c'est aussi un argument concurrentiel pour cette entreprise qui peut-être est encore plus petite que OpenAI ou qu'un Google ou qu'un Microsoft, mais qui quand même grandit, enfin on le voit bien. Dernier point intéressant, c'est Elon Musk qui a annoncé qu'il allait rendre disponible open source, tout le code source de l'intelligence artificielle. Parce qu'il est dépité d'avoir plus de Grok. Mais il avait fait la même chose sur ses véhicules électriques. Ça c'est vrai. Oui. François, vous aussi vous êtes pessimiste, on est cuit sur l'intelligence artificielle. Non, mais pour reprendre le beau terme de schizophrénie d'Emmanuel Le Chine, non pas que je sois schizophrène, mais enfin il y a une ambivalence. Il faut cet IA Act, il est nécessaire, il faut le faire parce qu'il est attendu et en même temps il est très embêtant. Voilà. Alors il faut le faire parce que il faut savoir une chose, la confiance accordée à l'IA après le développement des IA génératives a considérablement baissé. On était à 70% de confiance globalement en France avant les IA génératives, on est tombé à 50%. Donc il s'est passé quelque chose. Il y a un trouble. Donc il faut créer de la confiance, il faut recréer de la. Je crois que c'est l'un des buts quand même de cette IA Act, de pouvoir recréer de la confiance, notamment en direction des gens qui ne sont pas les premiers utilisateurs de l'IA. Ce qu'on constate, c'est que la confiance accordée à l'IA progresse selon que vous l'utilisez. Bon, donc il faut le faire, mais en même temps pour créer de la confiance, mais en même temps, en effet, je pense sur la scène internationale, je rejoins ce que dit François Chollet, sur la scène internationale, d'une certaine manière, voilà une IA réglementé par un cadre européen qui n'existe nulle part ailleurs. Alors vous allez voir, parce que ce matin on a été un peu surpris parce qu'on se dit on a des champions français, on n'arrête pas d'en parler, Mistral AI, Dust, Giscard, toutes ces belles boîtes de l'IA. Mais alors on avait un invité qui est le patron, le président du SNEP, le syndicat des entreprises phonographiques, musicales, Bertrand Burgala, qui nous disait mais Mistral AI n'est pas français. Écoutez-le. C'est-à-dire que, toujours au nom de la souveraineté, on a récusé à la Commission européenne Fiona Scott Morton parce qu'elle avait travaillé pour Google. Qui conseille la France aujourd'hui sur les questions d'intelligence artificielle? Google, Meta, Mistral AI qui est un cache-sexe de la Silicon Valley qui est fait pour nous faire quoi? Parce que Microsoft vient de rentrer au capital. Non, pas du tout. Parce qu'il y a un fonds qui s'appelle Lightspeed qui est derrière. Ah, alors Anthony, Mistral AI n'est pas français? Oui.
Je trouve ça un peu dur. Alors, il dit il n'y a que les cerveaux. Tout le reste, les fonds, les contrats commerciaux, c'est pas assez américain. Le partenariat qui a été signé avec Microsoft, typiquement, c'est un partenariat de distribution. C'est pour utiliser la plateforme Azure, qui est effectivement la plateforme la plus utilisée dans le monde. Donc si vous voulez atteindre les entreprises du monde entier, il faut passer par là. Il n'y a pas d'autre choix. Après, je crois que Microsoft, ils ont investi quelques millions d'euros. Enfin, je veux dire, c'est pas grand-chose à l'échelle de cette entreprise. Je trouve que c'est une accusation un peu lourde. Sauf que Mistral AI, vous le disiez tout à l'heure, n'a pas du tout peur de l'IA Act. Ah ben non, c'est clair. Alors pour le coup, c'est assez intéressant parce que... Je vous mets la brique d'après. Un tout petit peu les mains dans le cambouis de ce texte, parce que c'est le diable se cache dans les détails souvent. Mais en gros, pour déterminer si une IA générative est considérée comme dangereuse ou pas, l'Europe s'est appuyée sur la puissance de calcul utilisée pour entraîner ces algorithmes. Ah oui. Et en gros, quand on regarde un peu dans le détail, ChatGPT est au-dessus du seuil, donc il va avoir tout un tas d'obligations à respecter. En revanche, Mistral AI et son concurrent allemand aussi ne seront pas dans les clous, enfin sont en dessous en fait, et donc ne seront pas soumis à toutes ces règles. Donc on sait qu'il y a eu du lobbying aussi, donc oui, évidemment, l'Europe a tout fait pour profiter à ces pépites et pas aux grands groupes américains. Bon, en tout cas, vous saurez tout sur l'intelligence artificielle avec une nouvelle verticale, BFM IA, car nous y croyons encore, François Chollet. On pense qu'on peut encore gagner la course.